Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la délégation aux droits des femmes du Sénat organise aujourd'hui un colloque consacré au mariage forcé. Ce matin, une première table ronde est consacrée à cerner la réalité de cette pratique en France. Une réalité difficile à chiffrer, pourtant elle serait de nombreuses jeunes femmes concernées par cette pratique. Tout de suite, donc, direction la salle Clémenceau. Bonne matinée à tous sur Public Sénat. Mesdames, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, sénatrices Christiane Kamerman, Gisèle Prince, Muguette Dini, Anne-Marie Payette, des collègues nous rejoindront dans la journée. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir en cette journée de la femme au Palais du Luxembourg, 100e anniversaire de la lutte de Clara Zetkin, signalons-le. Au nom de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, que j'ai l'honneur de présider. Notre délégation parlementaire comporte, comme sa jumelle de l'Assemblée nationale, 36 parlementaires, 29 sénatrices et 7 sénateurs, issus des différents groupes politiques du Sénat. Notre mission est double, contribuer à l'information du Parlement sur tout ce qui a trait aux droits des femmes et à l'égalité entre les sexes et en second lieu, veiller à ce que ceux-ci soient pris en compte par notre Assemblée lors de la discussion des projets ou de propositions de loi qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la condition de la femme et l'égalité. Nous prenons très à cœur ce rôle de vigie et je crois qu'avec le temps, nos collègues sont de plus en plus attentifs à nos recommandations. Dans le prolongement de notre mission d'information, j'ai souhaité que nous organisions chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une rencontre qui nous permette de débattre avec d'autres responsables politiques ou administratifs, avec des représentants de ce que l'on appelle la société civile, d'une question qui intéresse la situation des femmes aujourd'hui. Je crois beaucoup à l'importance de ces échanges pour nous permettre, à nous comme à vous, de prendre la mesure de la réalité. C'est ainsi qu'en mars 2009, nous avions invité une cinquantaine de femmes remarquables qui venaient d'accéder aux responsabilités de maire de leur commune à l'occasion des élections municipales de 2008. Elles nous avaient fait part de leur retour d'expérience et la façon dont elles voyaient l'exercice de leur mandat. Mes collègues sénatrices et sénateurs et moi-même gardons un excellent souvenir de ces échanges. Ils nous ont confirmé que les femmes avaient davantage d'obstacles à surmonter pour accéder à ces responsabilités, qu'elles avaient moins que leurs collègues ou rivaux masculins le droit à l'erreur, mais que grâce à leur courage, à leur détermination, elles pouvaient néanmoins s'affirmer, gagner la confiance de leurs concitoyens et contribuer de façon très positive au renouvellement de la vie politique locale. Ces témoignages nous sont précieux car ils nous montrent la voie du combat que nous devons mener pour la dignité des femmes et pour l'égalité véritable. Les discriminations et les injustices existent et nous ne devons pas nous lasser de les dénoncer, sans pour autant nous laisser enfermer dans un rôle d'éternelle victime qui nous maintiendrait insidieusement dans une posture d'assistance et donc de sujétion. Et il ne faudrait pas retrouver les notions d'incapable majeur, marque du Code civil de Napoléon, qui nous ont coûté si cher et dont il a fallu tant de temps pour sortir. Ce message de courage et d'espoir, je souhaite que nous le conservions quelque part dans notre esprit, en abordant les crimes dits d'honneur et les mariages forcés dont la terrible réalité nous renverra aux aspects les plus sombres de la condition de la femme aujourd'hui. Mariages forcés, crimes dits d'honneur, deux formes extrêmes de violence envers les femmes, dont je serais tentée de dire qu'elles sont d'un autre âge si elles n'étaient aujourd'hui si répandues dans certaines parties du monde et présentes en Europe et sur notre territoire. Malgré l'horreur et la gêne qu'elles nous inspirent, ou peut-être précisément à cause de l'horreur et la gêne qu'elles nous inspirent, il semble qu'elles soient parmi les dernières à sortir de cette pénombre dans laquelle on a voulu maintenir pendant des générations les violences envers les femmes. Il est toujours tentant d'occulter une réalité qui dérange. Les violences envers les femmes ont longtemps constitué un sujet tabou. L'absence de données générales sur ce phénomène permettait à bon compte d'en minimiser l'importance. Que d'efforts a-t-il fallu pour commencer à lever le voile? La mobilisation des réseaux de femmes, bien sûr, le relais des grandes conférences internationales, et notamment celle de Pékin dont nous fêtons le 15e anniversaire, et qui a incité les États à mieux mesurer les violences envers les femmes. Enfin, cette enquête nationale
sur les violences faites aux femmes en France, réalisé en 2000, à la demande à l'époque de Nicole Perry, qui était secrétaire d'État aux droits des femmes, à qui l'on doit d'avoir révélé l'ampleur et la gravité du phénomène que je n'avais fait qu'ébaucher en 1989 au lancement de la première campagne de sensibilisation de l'opinion publique sur ce sujet. La surprise et l'émotion suscitées par les résultats de cette enquête ont favorisé une prise de conscience dans l'opinion et incité les pouvoirs publics à adopter une première série de dispositifs pour sanctionner ces violences, plus particulièrement celles commises au sein du couple. Le Sénat, grâce à l'action de certains membres de notre délégation, a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ces dispositions d'origine parlementaire, puisque la première loi est venue d'ici, au Sénat, et avait été adoptée, je m'en souviens, à l'unanimité. Mais cette enquête n'a couvert qu'inégalement les différentes formes de violence envers les femmes. Elle a révélé l'importance des violences au sein du couple, elle a évalué les violences dans l'espace public, mais elle n'a pas analysé ces formes de violence coutumières que sont les mariages forcés et les crimes dits d'honneur. Aussi ne dispose-t-on en ce domaine que de données disparates et très lacunaires. Puisque la lutte contre les violences envers les femmes a été érigée en grande cause nationale pour 2010, il faut en tirer parti pour faire également sortir de l'ombre ces formes de violence particulièrement insupportables. Je souhaite que notre réunion d'aujourd'hui y contribue et je tiens à vous remercier tous et toutes d'avoir répondu à notre appel, plus particulièrement nos intervenants, dont certains sont venus de très loin, pour nous apporter le fruit de leur expérience et de leur réflexion. Je pense en particulier à Madame Loubna Dawani Nimri, directrice adjointe d'une importante association jordanienne de lutte contre les crimes d'honneur, qui nous vient d'Amman, en Jordanie. Au docteur Robert Hermers, arabiste, turcologue, spécialiste des cultures du Moyen-Orient, qui nous vient des Pays-Bas, à Madame Jacqueline Thibault, présidente de la fondation suisse Surgir, et enfin à ma collègue et amie Anne-Marie Lizin, qui va arriver, sénatrice belge, ancienne ministre, ancienne présidente du Sénat belge, qui a beaucoup fait pour nous sensibiliser à cette problématique des crimes dits d'honneur et des mariages forcés, et qui, revenant tout juste de New York, pourra nous rendre compte des progrès que l'on peut attendre en ce domaine de la conférence de Pékin +15. Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, devait initialement assurer la clôture de notre colloque, mais elle m'a fait savoir qu'il lui était impossible d'être parmi nous, retenue par d'autres engagements. Je salue en revanche donc la présence de mes collègues sénatrices. Nous rejoindrons sans doute dans la journée Alain Gournac et Yannick Baudin. Richard Young s'étant fait représenter absent au dernier moment. Nous sommes en effet en période de suspension de nos travaux parlementaires pour cause de campagne régionale, qui aura peut-être d'ailleurs une petite incidence sur la première intervention, mais Madame Hamel nous le dira sans doute tout à l'heure. Donc vous êtes revenus spécialement au Sénat pour participer à la réunion d'aujourd'hui, soyez-en particulièrement remerciés. Avant d'ouvrir nos travaux, je souhaiterais dire un dernier mot sur l'esprit dans lequel nous abordons, je crois, la lutte contre ces violences que l'on qualifie parfois de coutumières. Certes, elles touchent essentiellement des populations migrantes et nous paraissent de ce fait étrangères à nos mœurs et importées d'autres régions du monde, où l'intérêt supérieur du clan, de la famille, l'emporte sur celui de l'individu. Je crois toutefois qu'il serait réducteur de les interpréter sous l'angle d'un conflit entre deux types de cultures opposées et fermées sur elles-mêmes, une conception européenne privilégiant les intérêts de la personne et des conceptions coutumières privilégiant celles de la collectivité. Certes, aujourd'hui, en France et dans le reste de l'Europe, le consentement des époux est une condition de la validité du mariage et le choix d'un conjoint, époux, pacsé ou concubin pour la France relève du libre choix de chacun, ce qui ne garantit pas, je le dis en passant, la pérennité des unions, comme le montre la progression du nombre des divorces. Mais nous devons nous souvenir qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Le théâtre de Molière est peuplé de jeunes gens dont les amours sont contrariés par la volonté d'un père qui veut à toute force leur imposer un conjoint conforme à sa propre volonté. Sans remonter si loin, rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, les mariages étaient bien souvent arrangés par les parents, et ce, dans tous les milieux sociaux. Le crime d'honneur qui conduit une famille à immoler l'une de ses filles pour rétablir une honorabilité collective que celle-ci aurait compromise par son comportement, nous paraît barbare et nous voulons nous en croire incapables. Mais souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps encore, pour des raisons très voisines,
On enfermait dans un couvent les filles perdues ou un peu trop rebelles. Peut-être vous souvenez-vous de ce beau film irlandais, The Magdalena Sisters, les sœurs Magdalène. Celui-ci retrace l'histoire de 3 de ces pensionnaires forcés. Magdalène enfermée pour avoir été violée par son cousin, Rose pour avoir eu un enfant hors mariage et Bernadette pour être trop coquette avec les hommes. Et tout cela se passait en Europe en 1960. Pour différentes qu'elles soient, nos cultures ne sont sans doute pas si étrangères les unes des autres. Et la nôtre n'a peut-être dans son effort pour s'émanciper d'un patriarcat séculaire que quelques générations d'avance. Sur les autres, quelques générations. Regardons tout et convenons que rapporté à l'histoire de l'humanité, cette durée est dérisoire et il y a toujours besoin de délégations de la qualité de la nôtre pour encore dire et redire nos indignations, nos colères, nos espérances, nos déceptions, celle par exemple de la nomination au Conseil constitutionnel la semaine dernière où pas une femme ne figure sur les nominations de cette année. D'autres l'ont dit, nous le dirons et nous pouvons à l'infini multiplier les exemples. Je crois que donc nous avons encore beaucoup à faire. Je me réjouis donc, Anne-Marie Lisin nous en reparlera tout à l'heure, qu'à l'occasion de la réunion des Nations Unies qui se tient actuellement à New York pour tracer le bilan de Pékin 15, les États membres de la francophonie aient adopté une résolution qui, tout en réaffirmant leur attachement à la diversité culturelle, n'hésite pas à proclamer qu'aucune considération liée à la coutume, à la tradition ou à la religion ne doit pouvoir être évoquée pour exonérer un État de l'obligation d'éliminer toute forme de discrimination et de violence envers les femmes. Parmi ces formes de violence inacceptables, la résolution désigne nommément les mariages forcés et les crimes d'honneur. Je vous remercie pour votre attention. Je vois avec satisfaction que nous avons déjà installé les participants de la première table ronde et je vais prendre place à la tribune à côté de ma collègue Christiane Kamerman, vice-présidente de la délégation. Et donc nous allons accueillir sur la première table ronde Christelle Hamel, sociologue de l'INED, qui va nous parler de la réalité sociale. Le docteur Emmanuel Piette, médecin, présidente du collectif féministe contre le viol, et qui nous parlera de la réalité médicale. Et la réalité vécue nous sera apportée par le témoignage de Fatou Diouf, qui est auteur du livre Le scandale des mariages forcés, et de Karima, qui est auteur de Insoumise et dévoilée. Voilà, mes chers collègues, mes amis, nous allons débuter ce colloque et je vais donner sans plus tarder la parole à Christelle Hamel, sociologue à l'INED. Merci beaucoup. Bonjour, merci à la délégation du Sénat de m'avoir invitée pour cette journée. Quelle est l'ampleur du phénomène des mariages forcés? Cette question a suscité beaucoup de débats ces derniers temps et beaucoup de difficultés surtout pour y répondre. Donc combien y a-t-il de victimes en France de mariages forcés et qui sont ces personnes? Quelles sont leurs caractéristiques sociologiques? Répondre à ces questions est évidemment important pour la mise en œuvre d'une politique publique d'aide aux victimes et de prévention de ces mariages forcés qui soit adaptée d'une part et efficace d'autre part en termes de moyens humains et financiers qu'il faut utiliser pour répondre aux demandes des personnes victimes. Alors répondre à cette question de la mesure du phénomène du mariage forcé fait partie du travail des chercheurs, des statisticiens, des démographes, des sociologues, qui pour cela doivent utiliser des méthodes spécifiques. Pour appréhender une question comme celle du mariage forcé, il faut donc mettre en œuvre des enquêtes qui doivent répondre à certaines caractéristiques pour pouvoir efficacement enregistrer un phénomène comme le mariage forcé. Effectivement,
Fort heureusement, le mariage forcé n'est pas quelque chose qui est vécu par la majorité de la population qui réside sur le territoire français. Et en conséquence, pour l'enregistrer dans une enquête quantitative, il faut interroger un nombre très important de personnes pour pouvoir identifier les individus qui sont confrontés à ce type de situation. Ça veut donc dire mettre en place des enquêtes dont l'échantillon sera forcément supérieur à 10 000 personnes interrogées, sans quoi on est à peu près sûr de ne pas pouvoir enregistrer le phénomène. Ça veut dire donc des enquêtes qui sont très coûteuses en termes humains et aussi en termes financiers. Et puis, pour pouvoir enregistrer ce phénomène de mariage forcé, il faut bien sûr que les questionnaires de ces enquêtes s'intéressent au phénomène lui-même et disposent de questions adressées aux enquêtés qui permettent de cerner ces situations, ce qui en soi n'est pas quelque chose d'évident. Effectivement, il ne s'agit pas de simplement demander aux personnes « Avez-vous été marié sans votre consentement ?» Réponse oui, non, pour pouvoir véritablement enregistrer une situation comme le mariage forcé, car si on pose ce genre de questions, on est à peu près sûr que les gens ne répondent pas parce que c'est une question trop directe, trop brutale et qu'il faut procéder un petit peu autrement dans le cadre d'un entretien qui dure 1 heure, qui est très rapide, dans lequel on pose quasiment 200, 300 questions aux individus sur toute leur histoire. Or, on sait bien que quand il s'agit de révéler des situations de violence, eh bien, il faut réussir à entrer en confiance avec les personnes. Autrement dit, il va falloir mettre en place un dispositif de questionnement un petit peu particulier pour réussir à saisir le phénomène et ne pas le sous-estimer. Alors en France, une seule enquête répond à ces 2 critères. D'abord, tenter de cerner le phénomène et d'autre part, être réalisée auprès d'un échantillon de personnes très important, qui permettent donc d'avoir une mesure du phénomène au niveau national. Cette enquête s'appelle Trajectoire et origine, enquête sur la diversité des populations en France. C'est une enquête qui a été réalisée par l'INED et par l'INSEE, qui en sont les coproducteurs et les maîtres d'ouvrage. C'est une enquête réalisée sur les immigrés et leurs enfants, donc une enquête qui cible en particulier la population migrante et les différents courants migratoires présents sur le territoire français, et qui vise à explorer les conditions de vie et l'expérience des discriminations raciales dans l'ensemble des sphères sociales de la vie quotidienne. L'enquête examine donc les trajectoires scolaires, les trajectoires professionnelles des individus et elle enregistre aussi les trajectoires matrimoniales des personnes. Autrement dit, il s'agit d'une enquête qui est plus centrée sur les questions d'intégration et de discrimination que sur les violences. Même autant dire que la question des violences est complètement absente de la thématique des enquêtes. Ce n'est qu'uniquement parce qu'il y avait un contexte politique où il y avait une demande sociale et politique d'information sur le sujet que j'ai pu imposer les questions sur le mariage non consenti. Mais l'enquête elle-même est donc assez insatisfaisante parce qu'on ne peut pas enregistrer les autres formes de violence qui pourraient être associées à celle du mariage forcé. Donc on n'a rien sur les violences sexuelles, on n'a rien sur les violences conjugales d'une manière plus générale, etc. Autrement dit, on est là sur une enquête qui, d'un côté, est intéressante parce qu'elle nous donne des éléments au niveau national, mais qui est insatisfaisante parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre les circonstances et le contexte dans lequel ces mariages forcés se produisent. Alors cette enquête a nécessité 4 années de préparation, la mobilisation du réseau d'enquêteurs de l'INSEE, donc plus de 300 personnes. Elle a eu un coût important, comme je le disais tout à l'heure, 2 400 000 €, et la collecte a été achevée en 2008. Nous sommes donc dans une phase présentement d'analyse des résultats et donc d'exploration des premiers résultats de l'enquête.
Malheureusement, je ne peux pas vous présenter aujourd'hui le nombre de mariages forcés pour la simple raison que en période électorale, l'INSEE est soumis à un devoir de réserve sur les sujets sensibles et qu'en conséquence, je ne suis pas autorisée à vous donner des chiffres. Par contre, je peux quand même vous donner des éléments d'information sur les victimes qui sont enregistrés dans l'enquête. Donc pour les chiffres, ça sera dans quelques mois. Et après la campagne électorale de toute façon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enquête est représentative de la population migrante et issue de l'immigration en France. Donc 10 000 immigrés, 10 000 descendants d'immigrés, donc des personnes nées en France dont l'un ou les deux parents sont immigrés, ont été interrogés, ainsi que 3 000 personnes nées en France sans ascendance migratoire. Donc nés en France, de deux parents nés en France. Et donc les questions sur le non-consentement ont été posées à l'ensemble des personnes. Alors comment le mariage forcé est-il appréhendé dans l'enquête? Quelle définition a été retenue? Pour toutes les unions des personnes interrogées, donc pour tous les mariages, il a été demandé aux individus deux questions successives permettant d'enregistrer le mariage forcé. La première était: qui a pris l'initiative de votre mariage ? Et l'enquêté devait répondre: vous-même, votre conjoint, vous et votre conjoint ensemble, vos parents, vos beaux-parents, ou une autre personne de la famille ou de la belle-famille. Donc cette première question permettait d'identifier dans quelle mesure les individus étaient acteurs de leur vie matrimoniale, de leur vie affective, ou dans quelle mesure ils étaient au contraire soumis aux pressions familiales dans la réalisation de leur mariage. Venait ensuite une deuxième question pour les personnes uniquement qui déclaraient que c'était leur conjoint, leurs parents ou leurs beaux-parents qui étaient initiateurs de leur mariage. Et cette deuxième question était: au moment de votre mariage, vous diriez que vous vouliez vraiment vous marier, vous vouliez vous marier, mais vous auriez préféré plus tard, vous ne vouliez pas vous marier et vous y avez été obligé par votre famille. Donc trois propositions de réponse qui, quand elles sont combinées avec les réponses à la première question, permettent de cerner le degré de consentement des personnes à leur mariage. Donc, ce sont des questions qui enregistrent en revanche pas vraiment qui a choisi le conjoint. On ne sait pas si le conjoint a vraiment été choisi par les parents, mais on sait que la décision de se marier a été initiée par les parents. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de choisir un conjoint. Par contre, elle enregistre très bien la question du consentement. La dernière proposition: vous ne vouliez pas vous marier, vous y avez été obligé par votre famille. Là, enregistre bien les situations où les enquêtées identifient par elles-mêmes que vraiment elles n'étaient pas consentantes. C'est clair dans la tête des enquêtés. La deuxième proposition: vous vouliez vous marier mais vous auriez préféré plus tard, enregistre des situations que j'appellerais qui correspondent un petit peu au halo des situations un peu floues qui entourent les mariages forcés qui sont eux plus identifiés. C'est-à-dire les situations où par exemple il y a une grossesse imprévue et puis les parents exercent des pressions pour que les enfants régularisent en quelque sorte la situation. Ce qui peut être des situations où les individus ne voulaient pas se marier, auraient préféré peut-être avorter, etc. Donc des situations qui correspondent un petit peu moins à l'imaginaire qu'on peut avoir sur le mariage forcé. Ce sont aussi parfois des mariages, ça correspond, cette deuxième situation, des mariages arrangés, qui au moment du mariage étaient consentis, et puis il s'avère que le mari est une personne qui exerce des violences, et les victimes relisent leur histoire, l'histoire de leur mariage en se disant: bon, finalement, ce conjoint, est-ce que je l'ai vraiment choisi? Est-ce que j'aurais pu dire non? Et parce que la relation de couple s'est avérée violente, parce que la relation de couple est insatisfaisante pour ces personnes, elles relisent le moment même de leur mariage avec un autre regard et là se distancient par rapport aux valeurs familiales et déclarent que leur mariage n'était pas consenti.
Alors qu'est-ce qu'on apprend avec... je suis bientôt à la fin, voilà. À partir de ces questions, on apprend d'abord que le phénomène... Il y aura un débat après, donc on va y revenir. Je peux conclure ? D'accord. Ne touche pas les personnes, les courants migratoires de la même façon. Les courants migratoires les plus importants sont le Maghreb, la Turquie, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est et le Portugal, qui sont les courants dans lesquels ce phénomène est le plus fréquemment déclaré. On enregistre également une diminution du phénomène en fonction des années. On voit que les personnes qui ont été mariées dans les années 60 ou 70 sont plus nombreuses à déclarer un mariage non consenti que les personnes qui ont été mariées dans les années 90. Enfin, on voit aussi que le phénomène est en diminution si l'on regarde la population migrante d'autre part et la population des descendants d'immigrés d'autre part, c'est-à-dire qu'elle touche moins les descendants d'immigrés que les immigrés eux-mêmes. Alors pourquoi en parle-t-on plus? Eh bien parce que le profil des victimes, en revanche, est différent, à savoir que les descendantes d'immigrés et les immigrés qui aujourd'hui sont confrontés à ces situations sont des personnes qui ont un profil sociologique différent. Elles sont plus qualifiées, elles connaissent mieux la société française, soit parce qu'elles y ont grandi, soit parce qu'elles sont plus migrantes mais plus qualifiées également. Et donc leur possibilité de chercher à faire obstacle à ces mariages non consentis, ou en tout cas de les dénoncer, leur est plus grande. Et dans le même temps, la possibilité d'en parler également est plus grande. C'est-à-dire que la tolérance à l'égard de ces situations est moindre qu'autrefois. C'est la raison pour laquelle on est dans cette situation paradoxale. Il y a moins de mariages forcés, mais en revanche, les associations sont confrontées à des demandes plus nombreuses. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous remercions donc Christelle Hamel des informations qu'elle a pu nous porter, même si la période, vous l'avez compris, pour certains ça paraît mystérieux, ces périodes de réserve, mais c'est pendant les élections et pour ne pas les influencer en principe. Je doute que d'ici nous arrivions à influencer grand-chose sur l'issue des élections régionales, mais comme ce débat sera retransmis sur Public Sénat, nous avions le devoir de le faire ainsi. Voilà, je vous reprécise quelques règles du jeu pour notre bonne compréhension. C'est Emmanuelle Piette qui va maintenant nous parler de la réalité médicale. Aspects. She's well versed in the subject, and she is under no obligation to exercise a reserve, so she will speak freely. So we're going to let the speakers give their presentations for about 10 minutes to leave some time for the debate. Well, for 35 years I have been a doctor now in the Seine-Saint-Denis area. And when we started, women said, well, in our culture, we don't choose. And we said to ourselves, okay, well, that's their culture, they don't choose. Christelle, c'est exactement ça. Ça n'a commencé à poser de problème que quand, et en Seine-Saint-Denis ça a été manifeste, on s'est alerté très tôt. Moi, j'étais responsable du comité départemental de prévention des agressions sexuelles et de la maltraitance à l'encontre des enfants. Et bien, tout d'un coup, et ça en 96, une assistante sociale a téléphoné en disant « C'est parce que j'ai joué avec un machin là, très près. Hein » Il marche, mais il faut être très près, c'est mieux ? Bon, ça va. Et donc une assistante sociale téléphone, une assistante sociale scolaire, c'est elles qui sont alertées le plus tôt en tous les cas en Seine-Saint-Denis en disant eh ben il y a une petite qui va pas bien, 15 ans et demi, elle allait très bien puis maintenant elle va plus et elle vient de raconter qu'elle a été mariée de force, que tous les week-ends le mari rentre, qu'on a libéré la chambre des garçons, qu'il y a des rapports sexuels forcés pendant tout le week-end, qu'elle hurle pour appeler au secours et que personne ne vient et elle dit que chez elle c'est comme ça. Est-ce que nous on dit ça aussi? Et là vraiment il y en a eu 4 ou 5 comme ça et on a été absolument étonnés parce que pour nous c'était des viols, pour nous c'était interdit et on s'est dit là il va falloir faire d'énormes actions de formation pour que les choses changent et que les professionnels aient des réponses logiques à cette question-là. Une petite fille qui est violée à la maison, c'est interdit.
aussi, même si c'est sous couvert de mariage forcé. On a eu d'énormes actions de formation, d'énormes actions de sensibilisation, puisque très rapidement, la plupart des professionnels de Seine-Saint-Denis ont été formés sur ces questions-là, au point que l'Observatoire des violences faites aux femmes, départemental, a fait une enquête pour voir un peu comment c'était les violences faites aux jeunes filles en général, et de ça en particulier, on a sorti une étude spécifique faite avec l'INED sur un bout mariage forcé. Donc voilà, l'enquête des comportements sexistes, ça interrogeait 1600 enquêtés, 1566 valables, de 18 à 21 ans, représentatifs de la population de Seine-Saint-Denis. Juste pour vous dire rapidement, ces jeunes filles-là, en Seine-Saint-Denis, elles étaient les 2/3 à habiter chez leurs 2 parents, donc quelque chose qu'il faut quand même savoir, et elles étaient les 2/3 à être bac ou bac plus 4. Elles vont aussi pas si mal que ça, nos jeunes filles. Je dis ça parce que quand même, hein. C'était donc... une durée moyenne d'entretien, 800 heures de dialogue. Et comment est-ce qu'on a là-dedans repéré les mariages forcés? C'est ce que Christelle disait. Pouvez-vous sortir quand vous voulez? Oui, non. Vous voyez qu'il y en a quand même 11,5% qui disent non. De quel type de critères s'agit-il? Avec comment pour choisir le camarade, hein? Voilà, ne pas être violent, avoir la même religion que vous, 36%, appartenir à votre communauté, 12%. J'adore être sérieux, ne pas boire, ne pas fumer. Comment l'enquête repère les mariages forcés? Votre famille vous a-t-elle proposé un fiancé? 42 jeunes filles se sont vues proposer un fiancé. C'est beaucoup, hein. Quand on sait que 3 l'ont accepté et 4 se le sont vues imposer. Comment votre famille a-t-elle imposé ce fiancé? Par la persuasion, rien du tout. En vous faisant du chantage affectif, par la menace, par la force. Dans l'échantillon, 1,7% des enquêtées sont mariées au moment de l'enquête. Elles sont donc parmi 42 jeunes filles identifiées comme exposées au risque. On sait que 3 sont mariées, les autres ne le sont pas. Alors, plus l'âge des enquêtés est élevé, plus la proportion d'être confrontées au mariage forcé augmente. 12 sont nés à l'étranger. 30 sont nés en France de parents nés à l'étranger. La base, sur ces 1566 jeunes filles, c'est 742 qui viennent de pays où le risque d'être marié de force. Donc ce qu'on voit, c'est que la migration, ça diminue de façon très importante le risque d'être marié de force, quand même. 42 sur 750, vous voyez que c'est quand même... assez peu. Parmi les jeunes filles originaires d'un mariage à risque, 41 ou 42 suivant les diapos sont exposées au risque, 5,3% d'entre elles. C'est quand même beaucoup, parce que si on fait ça à l'échelle d'une population, ça finit par faire beaucoup de monde, hein. En Seine-Saint-Denis, il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui risquent ça. Les enquêtes sorties du système scolaire sont confrontées plus à un mariage forcé, et moins tu es étudiante, mieux c'est. Alors... voilà, donc ce qu'on voulait vous montrer, c'est que le contrôle de l'apparence physique, l'interdiction de sortir nuit et jour, et l'interdiction de voir ce qu'elles veulent, c'est vachement plus chez les jeunes filles au risque de mariage forcé et vraiment exposées. Les autres se rapprochent plus de la population enquêtée. Alors, est-ce qu'on a eu des relations sexuelles avant le mariage? Eh bien, on voit que, là encore, dans les traditionnels et les exposés, il y a très peu de rapports sexuels hors mariage. Et 73% souhaitent rester vierges jusqu'au mariage. Juste sur la virginité, parce qu'on dit c'est comme ça, moi qui fais des certificats de virginité depuis 35 ans, j'ai commencé à les faire aux italiennes, puis ça c'est fini, puis aux portugaises, puis ça c'est fini, puis aux espagnols, je crois que les espagnols c'est avant les portugaises, et puis après aux tunisiennes, aux marocaines, j'en vois pratiquement plus. En ce moment je fais les gitanes et les pakistanaises. Je veux dire que les choses évoluent dans le temps au fur et à mesure que la migration évolue. Et ça me semble extrêmement important. Les violences psychologiques dans le cadre de la famille, vous voyez que là, il y a une vraie marque d'importance. Les jeunes filles exposées au mariage forcé sont exposées beaucoup plus que les autres aux violences en général psychologiques et au harcèlement psychologique en particulier, et aux violences physiques. Vous voyez qu'elles sont plus giflées, plus frappées, plus tabassées, plus enfermées, plus mises à la porte, plus menacées avec une arme et tentative de meurtre. C'est une vraie réalité et ça, il faut pouvoir en tenir compte. Même chose sur les violences graves, tabassées, frappées, 48%, 18, menacées avec une arme, 18%. Après ça, on peut dire qu'elle voulait bien. Violence sexuelle,
Vous voyez là aussi que le taux de violence sexuelle est beaucoup plus important chez les jeunes filles exposées au mariage forcé. Tentative de viol, 27%, viol, 10%. État de santé, ben naturellement, ça n'aide pas à aller bien. 16% considèrent leur état de santé médiocre ou franchement mauvais. Et les problèmes de santé chronique, 24%. Se sentir mal dans sa peau, 40%. Être inquiète ou nerveux, 54%. Désespéré face à l'avenir, 34%. Avoir des pensées suicidaires, 10%. Voilà. Vous voyez que quand même on peut dire des choses, ça abîme le mariage forcé et ça abîme de façon durable. Parce que quand on a été marié de force, on va subir des viols après, évidemment. Et moi je me souviens d'une jeune fille qui était venue me voir, BTS, bien dans sa peau, 3 langues, vraiment une fille brillante. Et elle devait être mariée de force. Elle avait 19 ans et demi. Et elle disait, je vais le faire parce que les parents, je ne veux pas leur faire de la peine. Je viens chercher la pilule pour finir mes études. Après, quand je serai diplômée et tout, que j'aurai un métier, je me tirerai. Et moi, j'avais dit, bah, on va vous donner la pilule, bien sûr, mais peut-être que, est-ce que vous avez pensé que vous allez avoir des relations sexuelles avec ce gars que vous ne connaissez pas, etc. Oui, oui, ça, je supporterai. Bon. Elle revient 3 semaines après, assez défaite, chercher la pilule, autre chose, etc. On discute un peu, oui, c'était pas ce qu'elle pensait, c'était plus dur, mais tiendrait, finirait ses études, etc. Et puis, 8 jours après, elle appelle en disant « je veux m'en aller ». Donc on la reçoit tout de suite, et j'essaye de comprendre ce qui... Eh bien, il l'avait frappée. Il l'avait violée, c'était pas grave, il l'avait... Mais qu'il l'ait forcée, frappée, là, elle supportait plus, et donc on l'aide à s'en aller. 19 ans et demi, vous savez, il y a la prise en charge des jeunes majeurs dans ce pays, c'est discrétionnaire. Alors discrétionnaire, on ne sait pas quoi, c'est si on veut, si machin, etc. C'est plus de droit. Et ça, vraiment, il faut que ça change. Parce que quand elles s'en vont, elles ne sont pas de droit protégeables. En Seine-Saint-Denis, dans notre protocole, on a décidé que les jeunes majeurs devaient être de droit protégeables. Mais ça devrait vraiment être dans la loi. C'est pas possible. On ne peut pas dire simplement, un conseil général ne peut pas décider, celle-là je l'aide, celle-là je l'aide pas. La plupart, ils disent, bah, si on l'a aidé avant, on peut continuer un peu, mais encore faut-il que le contrat social soit respecté. On n'a, si pas d'aide jeunes majeurs, aucun moyen de les aider. Et ça, c'est dramatique. Alors celle-ci, on a pu l'aider. On a fait un truc... On l'a mis dans un foyer de jeunes travailleurs, elle a pu continuer ses études. Et puis alors c'était, je dis ça parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile pour une jeune fille de quitter sa famille, de pas respecter les consignes. Elle disait, je ne peux pas travailler dans mon FJT, il n'y a pas de bruit dans la chambre. C'est vrai, elle était habituée à travailler dans la cuisine avec 15 gamins et là, elle n'entendait plus rien. Et puis mes petits frères et sœurs, ils me manquent. Et puis et elle a redoublé. Et puis elle a eu un moment où elle a disjoncté complètement, elle est partie en Angleterre, elle s'est droguée, etc. Et c'est seulement 4 ans après qu'elle a pu récupérer quelque chose et ressortir. Et ce qui a fait qu'elle puisse ressortir, c'est que ses parents ont bien voulu la revoir, bien que décidant de ne plus être mariée de force. Il faut dire que quelquefois, pour ces jeunes filles, c'est très compliqué de sortir et que l'aide, il ne suffit pas de leur dire « viens, on va te protéger ». Il va falloir une vraie prise en charge. Cette jeune fille a subi un vrai traumatisme. Il va falloir prendre en charge le traumatisme, il va falloir l'emmener dans un institut de victimaux, il va falloir l'aider à comprendre et il va falloir la protéger vraiment. Car si elle n'est pas protégée vraiment, on ne peut pas l'aider. Et ça demande, et c'est pour ça que je suis bien contente d'être là, ça demande vraiment qu'au niveau des jeunes majeurs, on ait des mesures autres que discrétionnaires, quoi. Voilà. Merci pour cette façon de présenter cette question, effectivement, et cet appel aux parlementaires de faire attention à cette dimension de la protection. C'est en effet l'endroit. Bien, nous allons donc maintenant, après vous avoir remercié sur le respect l'une et l'autre du temps, je vais donner la parole à Fatou Diouf, qui est auteur du livre « Le scandale des mariages forcés », avant de passer la parole à sa voisine Karima. Donc Fatou, c'est à vous. Merci. Forcément, s'il n'est pas allumé.
Donc bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc je m'appelle Fatou Diouf, j'ai 28 ans et demi, je suis d'origine sénégalaise, donc née en France. Donc auteur du livre Le scandale des mariages forcés. Donc ce livre a été écrit à la suite d'un vécu, donc mon vécu. À l'âge de 18 ans, décembre 99, je fréquentais un Camerounais non musulman. Donc mon père qui l'a découvert m'a fait croire qu'il avait gagné un voyage pour 2 semaines au Sénégal. Arrivé sur place, ce n'était pas un voyage organisé, mais une séquestration de 7 mois pour me marier de force à un oncle de 36 ans à l'époque. Bon, il faut savoir que en tant qu'Africaine sénégalaise, l'oncle, c'était le cousin à ma mère, mais pour nous dès le départ, on nous avait conditionnés en disant que c'était l'oncle, donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Donc qui avait le double de mon âge, qui m'a connue depuis toute petite. À l'époque, il était encore en France, donc la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en Afrique, lui il était en France, donc je n'ai pas été violée. Je n'ai pas eu droit à cette nuit de noces entre guillemets, donc c'est pour ça que je préfère préciser en disant vraiment un viol, parce que pour moi je le considérais vraiment comme un viol. J'ai été mariée religieusement. Il faut savoir aussi qu'un mariage religieux, il n'y a pas besoin de la présence des mariés. À partir du moment où les parents des mariés sont présents, ça suffit amplement. Donc je n'étais pas là le jour de ce mariage. J'ai réussi à m'en sortir au bout de 7 mois grâce à une solidarité d'une animatrice de radio que j'ai rencontrée sur place, du consulat de France à Dakar et d'une association qui se prénomme Femmes Solidaires sur Paris, qui m'a aidée dans les démarches administratives. Donc en fait, juillet 2000, j'ai réussi à m'enfuir en escaladant le mur de la maison, en prenant un taxi qui m'a amené jusqu'à chez cet homme qui avait des relations avec le consulat de France, qui m'a mis au consulat. Et c'est vrai que la première phrase qui m'avait marquée, c'est que en traversant le seuil du consulat, il m'a dit « Tu es sur les lois françaises, mes parents ne peuvent plus rien contre toi ». Donc sachant aussi que j'étais une nationalité française, mais que je n'avais pas de preuves parce que je n'avais plus de papier. Ma seule preuve, c'était ma carte imaginaire et ma carte étudiante. Et aussi le fait est que je n'avais pas d'accent africain qui m'a sauvée. Et c'est vrai que je rejoins un peu dans ce que disait Dr Piette. Il n'y a rien de pire. Vraiment, là, quand je vous en parle, j'en ai la chair de poule. D'être trahi par les personnes qui nous mettent au monde. Il n'y a rien de pire. Parce qu'honnêtement, j'ai cru en mes parents, je n'ai pas vérifié les billets, je suis partie avec confiance. Arrivée sur place, je me suis rendu compte que la confiance, il n'y en avait pas. C'est vrai que sur le coup, j'ai pensé tout de suite à me suicider parce que pour moi, il n'y avait rien de pire que ça. Après, c'est là qu'est venue cette idée donc d'écrire ce livre. Au départ, c'était parti sur mon témoignage, sur mon histoire. Et j'ai rencontré Charlano Rossan, qui est journaliste, et qui m'a proposé de faire une enquête plus approfondie sur cette problématique, qui est malheureusement toujours d'actualité. En plus, je suis l'aînée de 4 frères et une petite sœur. Donc maintenant, j'ai ma petite sœur que j'essaie de protéger au mieux. Je n'ai plus de contact avec ma famille parce que, au-delà de ce problème de coutume, j'ai quand même, c'est vrai qu'il y a aussi l'appel du sang qui est plus fort que tout. J'ai quand même repris contact avec ma famille, mais ça m'a pris du temps. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que quand c'est pas la coutume, c'est la religion. Parce que là, actuellement, je suis avec un entier non musulman, ça ne passe toujours pas. Donc actuellement, j'ai coupé contact avec ma famille. C'est très dur. J'ai quand même 28 ans et demi. C'est vrai que de ne plus dire maman ou papa, ça manque. De ne plus avoir ce lien familial, c'est vrai que d'entendre ses frères et sœurs, ça fait mal, ça fait vraiment très très mal, mais honnêtement je préfère souffrir et avoir eu le courage d'imposer mon choix de vie que de me soumettre à une coutume et de ne jamais être heureuse, d'être violée constamment, d'avoir des enfants avec un homme que je n'aime pas et que mes enfants aussi en souffrent par la suite. Et par la suite, j'ai été présidente d'une association, donc Femmes Solidaires, mais dans le 91. Par l'intermédiaire de cette association, je faisais des préventions dans les collèges et lycées pour prévenir de cette coutume qui existe toujours. À la suite de ces préventions, il y a des jeunes filles qui venaient me voir pour me parler de leurs problèmes.
Donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir que même si on n'en parle pas tant que ça, il y a aussi des hommes qui sont mariés de force, des garçons. On n'en parle pas, mais je voulais quand même le dire. Parce que dans ce livre, il y a aussi des témoignages de garçons qui ont vécu ce mariage forcé et qui ont témoigné. Donc je tenais quand même à le souligner. Je voulais aussi vous lire une lettre d'une jeune fille qui écrit une lettre à son père, qui est complète. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir... Cette lettre, bon, vous le disiez pas, c'est un petit secret. C'est moi qui l'ai écrit à mon père, mais j'ai pas voulu le dire dans ce livre. Donc, je vais la lire très rapidement. Excusez-moi, je recherche juste la page. Cher papa, lorsque j'étais enfant, tu n'as jamais été sévère avec moi. C'est plutôt maman qui avait la main laisse et qui me corrigeait souvent. Toi, tu étais distant, strict. Ton visage se fermait. Tu avais un caractère rude. Tu ne parlais pas beaucoup. Moi, je n'osais jamais aller vers toi. Tu es arrivé seul du Bénin en 1978. D'abord manœuvre sur un chantier naval dans une ville où parfois il neigeait. À force de courage, tu es devenu ouvrier qualifié, puis chef d'équipe. Maman t'a rejoint en 1980. Grâce à toi, je n'ai jamais manqué de rien, sauf de l'essentiel. Des bisous, des câlins, de l'amour, quoi. Tu priais souvent sur ton tapis en direction de la Mecque. Est-ce que cette pratique qui t'a éloigné de moi, Dieu te suffisait-il au point que tu pouvais te passer de ta fille? Voulais-tu que moi aussi je sois une sainte? À partir de 11 ans, je suis devenue comme une seconde épouse. Pas plus haute que 3 pommes, je secondais maman, nettoyant, briquant, allant faire des courses, repassant, m'occupant de mes 5 frères et sœurs. Jamais un moment pour m'évader, pour rêver, comme mes copines que je fréquentais à l'école. Un jour, je m'en souviens, tu m'as fouettée avec un fil électrique. Tu m'avais surprise dans la rue à parler avec un Français. Plus je grandissais, plus j'avais le sentiment d'être une étrangère à tes yeux. Tu ne me regardais jamais. En fait, lorsque tu m'as annoncé que tu allais me marier à mon cousin resté au pays, j'ai compris que tu te moquais de mon bonheur et que seul ton honneur et ton rang de chef t'intéressaient. Pour moi, ça a été un déchirement. Je me suis révoltée. Je me suis enfuie pour échapper à mon sort que tu avais décidé à ma place. Je sais que tu en as été blessé, que par ma faute au village, des profs t'ont mal jugé, que ton honneur a été bafoué. Mais je sais aussi que tout ce temps de rupture et de drame t'a fait réfléchir. Nous nous sommes revus. Tu m'as demandé pardon. Tu as souhaité repartir à zéro. Pourtant, il est encore bien dur de se parler et surtout de se comprendre. Papa, je ne te demande pas grand-chose, juste de m'aimer comme je suis et d'accepter mon choix de vie. Même si l'homme que je choisirai plus tard ne sera peut-être ni de notre famille, ni de notre religion, tu es mon père. Je ne l'oublie pas, je ne te renie pas. Mais tu restes enfermé dans les coutumes de notre clan. Normal, tu as grandi dedans. Je peux le comprendre, mais fais aussi l'effort de saisir qu'à notre époque, les hommes doivent évoluer. Si tu ne l'acceptes pas, tu risques de me perdre. Au fond de moi, pourtant, je sais que tu peux changer. Je l'ai perçu le jour de mes 25 ans, 7 ans après ma fuite. Ce jour-là, tu m'as appelé pour me dire que j'étais ton sang et que je te manquais. Je ne l'oublierai jamais. Voilà. Merci beaucoup Fatou pour ce témoignage émouvant et courageux. Et je vais donner la parole à Karima pour nous parler d'elle-même aussi, qui a écrit Insoumise et dévoilée. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me prénomme Karima, j'ai 34 ans et je suis belgo-marocaine. Donc mon histoire, elle a commencé dans les années 80. Mes parents ont décidé de déménager d'une petite ville flamande pour s'installer en Wallonie. Et mon père a fait connaissance avec les voisins qui fréquentaient une mosquée. Et petit à petit, ils ont incité mon père à fréquenter cette mosquée. Et puis l'imam dit à mon père, donc un jour, il dit « Tu n'es pas un bon musulman ». Parce que pour être un bon musulman, il faut que tes enfants viennent à la mosquée pour apprendre l'islam. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à la mosquée. Le premier jour, on est allé sans foulard parce qu'on n'était pas voilés, les filles n'étaient pas voilées à la maison. Et l'imam a dit à mon père, tes filles ne sont pas voilées, t'es pas un bon musulman. Et on rentre à la maison, mon père prend 2 foulards, il nous les met sur la tête, sans nous expliquer, sans rien nous dire. Il nous dit, si vous l'enlevez, je vous tue.
Et le foulard, bon, j'avais 8 ans, le foulard ne me dérangeait pas à la mosquée parce que toutes les filles le portaient, mais à l'école, c'était différent puisque personne ne le portait. Et donc, toute petite, j'ai commencé à avoir une double vie. Je l'enlevais en cachette avant d'aller à l'école et je le remettais avant de rentrer à la maison. Vers l'âge de 12 ans, j'ai été promise à un cousin. Donc, j'ai 2 grandes sœurs et je suis la dernière des filles, sinon j'ai 7 frères. Mes 2 sœurs se sont mariées, il restait moi. Et donc, j'ai été promise à un cousin à l'âge de 12 ans. Mais vers l'âge de 14 ans, mon père avait peur que je tombe amoureuse d'un non-musulman. Et il voulait trouver le moyen de me garder à la maison, donc de ne pas fréquenter l'école, tout en bénéficiant des allocations familiales. Alors en réfléchissant un petit peu, ils ont trouvé le moyen de le faire. Donc ils ont fait venir le médecin traitant, qui est une Belge femme. Ma mère lui dit tout simplement, je suis malade, je suis fatiguée, j'ai besoin d'elle à la maison, elle doit s'occuper de ses petits frères, de ses neveux. Il me faut un certificat médical. Et le médecin, sans m'ausculter, sans réfléchir, elle fait un faux certificat de 3 mois. Donc j'ai été séquestrée pendant 3 mois. Je me dis, bon, les 3 mois, ça va vite passer, je vais pouvoir retourner à l'école. Et à ce moment-là, j'en parlerai à l'assistante sociale. Les 3 mois passent, le médecin revient à la maison. Et ma mère dit, ben, ça ne va toujours pas, il me refaut un certificat. Et le médecin refait un certificat jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et je me dis, ben voilà, ils ont trouvé le moyen, ils vont procéder comme ça jusqu'à mes 18 ans, donc je suis coincée. Soit je décide de me battre en sachant qu'il y a un prix à payer, ou alors je me laisse faire, donc je quitte une prison pour une autre, celle chez le mari. J'ai décidé de me battre. Donc je rédige un courrier adressé à l'assistante sociale, mais comme je ne pouvais pas sortir, il me fallait une personne pour pouvoir l'envoyer. Donc je l'ai donné à la voisine qui venait régulièrement à la maison. Donc la lettre a été envoyée à l'assistante sociale. L'assistante sociale a, dans un premier temps, contacté le SAJ. Alors le SAJ, c'est le service d'aide à la jeunesse. Comme j'étais mineure à l'époque, c'était le seul organisme qui pouvait intervenir. Donc elle a expliqué la situation. Le SAJ a tout simplement répondu, écoutez, c'est leur culture, c'est leur communauté, on préfère ne pas y toucher. Et elle n'a pas voulu en rester là, elle a contacté l'agent de quartier. Ben, lui, il pouvait très bien ne pas intervenir puisqu'il n'avait pas reçu de dossier ni rien, donc il pouvait dire non, je ne m'occupe pas de ça. Mais il est quand même intervenu, donc il est venu trouver mon père en rappelant l'obligation scolaire. Et grâce à ce médecin, j'ai pu regagner l'école. L'assistante sociale savait que j'étais séquestrée, elle savait que c'était des faux certificats, que je n'étais pas malade, mais elle ne savait pas tout, elle ne savait pas que j'étais promise à un cousin, elle ne savait pas que j'étais battue, donc tout ça elle ne le savait pas. Et ce jour-là, j'ai décidé de tout lui raconter. Donc j'arrive à l'école, j'enlève mon foulard en cachette, je rentre dans son bureau et je me mets à lui raconter le calvaire que je vivais. Et au moment où je lui raconte, mon père débarque, on n'a pas vu arriver. Et il me voit comme ça sans foulard. Il est rentré dans une colère, il m'a insulté, il m'a menacé devant l'assistante sociale. Il a voulu me reprendre à ce moment-là, mais l'assistante sociale s'est interposée physiquement. Elle a dit, il est hors de question que vous la repreniez maintenant, venez la chercher à 16h si vous voulez. Donc mon père part, il m'a dit, je viens te chercher à 16h. Entre-temps, l'assistante sociale me dit, mais il est énervé, il va rien faire. Et là, je lui montre les coups. Je dis, ben voilà, je suis battue tous les jours. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle m'amène chez un médecin pour faire constater les coups. On a eu le certificat. Puis on est allé chez le juge de la jeunesse. Et donc là on est tombé sur la secrétaire qui nous a dit qu'il faut passer par les SAJ. L'assistante sociale a expliqué qu'il ne s'occupait pas des personnes d'origine maghrébine parce qu'apparemment ils ne connaissent pas les cultures, les coutumes. Et donc, on a pu rencontrer le juge. Donc, il a vu le certificat, il a vu les coups, il m'a entendu, il a entendu l'assistante sociale. Et là, j'ai été placée dans un centre. J'ai été placée, je me sentais libre. Quelques mois plus tard, mes parents me recontactent. Mon père me dit, écoute, ma fille, rentre à la maison, tu feras ce que tu veux, tu te marieras avec qui tu veux, tu pourras reprendre tes études. J'y ai cru, je suis rentrée avec un suivi. Mon père qui était guide pèlerin, il me propose un voyage en Arabie Saoudite. Il partait chaque année, donc je me dis l'Arabie Saoudite, pourquoi pas? Et je suis partie avec mes parents. Le voyage s'est superbement bien passé. Je suis restée 2 mois avec eux là-bas, ça s'est superbement bien passé. On est revenu après 2 mois.
Et puis les mois passent. Il me propose un voyage au Maroc. Mais je me dis, l'Arabie Saoudite s'est bien passé, le Maroc, ce sera la même chose. On est parti en voiture, 3 jours de route. Tout se passe bien. On arrive à la douane au Maroc. Mon père me regarde, il me dit, ici, c'est le pays où le père commande la fille. Il avait mon passeport, mais je l'ai pris à la rigolade, je ne l'ai pas pris au sérieux. On est arrivé dans notre maison là-bas, et là, il m'a attrapé dans la cage d'escalier. Il s'est vengé. Surtout le temps, il n'a rien pu faire. Il s'est vengé. Et il m'a dit, ici, tu feras ce que moi je t'ai dit de faire, c'est-à-dire tu te marieras avec ton cousin. Ma mère s'est interposée, et c'était la première fois qu'elle s'interposait, elle ne s'est jamais interposée. Pourquoi est-ce qu'elle s'est interposée? Parce que mon père voulait que je me marie avec son neveu à lui, tandis que ma mère voulait que je me marie avec son neveu à elle. Et donc ça a été comme ça pendant 2 mois, mes parents se disputaient, et j'ai pu revenir quand même après 2 mois, grâce à ma mère. Je n'étais plus en obligation scolaire puisque j'avais 18 ans, donc de nouveau je me suis retrouvée séquestrée. Mais je me dis, j'ai échappé au mariage forcé. Les semaines passent, mon père reçoit un recommandé du Maroc, tout content, tout heureux. Il me demande de l'accompagner à la commune. Arrivé devant la commune, il me sort le contenu de l'enveloppe. Et c'était l'acte de mariage. Et par procuration verbale, le père a marié sa fille. Donc, je me suis retrouvée civilement mariée. Et je me dis, je vais voir jusqu'où ça va nous mener, mais j'étais décidée à ne pas accepter. Donc je réfléchis, je me dis comment est-ce que je vais faire, jusqu'au jour où mon père avait envoyé le regroupement familial, etc. Jusqu'au jour où mon cousin envoie le numéro de visa. Donc 15 jours après, il était ici en Belgique, enfin ici, à côté. Et je me dis, je dois me battre, il ne doit pas venir ici. S'il vient ici, je suis coincée. J'écris un courrier adressé au service des étrangers en expliquant la situation, en mettant le numéro de visa. Je dis maintenant, s'il vient ici, c'est un mariage forcé, s'il vient ici et qu'il m'arrive quelque chose, vous l'aurez sur la conscience. Très vite, son visa était bloqué, il n'a jamais pu mettre ses pieds ici. Et donc je me dis, je dois partir. En restant chez mes parents, j'étais coincée, mais je dois partir. Donc comme j'ai toujours procédé par écrit, je me dis, je vais écrire un courrier. J'écris un courrier comme si c'était un bureau qui me convoquait. Et il fallait penser à tout. Parce que ma mère ne pouvait pas sortir, donc elle ne pouvait pas m'accompagner. Mon père risquait de m'accompagner quand même. Alors j'ai choisi un vendredi, donc le jour de la prière, à 14 h. Le jour J, je suis partie et c'est la foi de mon père qui m'a sauvée. J'étais libre, mais j'étais quand même prisonnière de ma vie parce que civilement j'étais mariée. J'ai entamé d'abord une procédure d'annulation de mariage. Je me dis ça va aller très vite. Finalement, la procureure m'a dit votre père risque d'être condamné. J'ai arrêté la procédure parce que mon père, ça reste quand même mon père malgré tout. Et j'ai entamé une procédure de divorce. Je me dis 1 an, 2 ans maximum, j'obtiendrai le divorce. 14 ans après, je n'étais toujours pas divorcée. Et mes frères, mon beau-frère me dit viens passer cette année, c'est en 2006, les vacances au Maroc. Je n'étais plus retournée parce que j'avais quand même peur d'être retenue là-bas. Mes frères ont insisté, m'ont dit on est là pour te protéger. Je me dis je vais tenter, je vais aller. Je suis retournée au Maroc et j'ai fait connaissance d'un juge. Donc je lui explique ma situation. Je dis voilà, ça fait 14 ans que je suis mariée, je n'ai jamais vécu avec le type, c'est un mariage forcé. Il m'a dit écoute, tu n'as qu'une solution pour t'en sortir. Tu dois procéder comme ton père a procédé. C'est-à-dire tu dois acheter le divorce. Je dis bon. Il me dit oui, et je peux m'en charger. Donc il me dit, tu retournes en Belgique, quelques jours après, tu m'envoies par fax l'acte de mariage et je me charge de tout. Donc c'est ce que je fais, je rentre en Belgique, je lui faxe. Les jours passent, il me téléphone, il me dit, ben voilà, j'ai ton divorce. Et donc j'ai pu divorcer. Mon histoire, j'ai toujours voulu l'écrire pour pouvoir me reconstruire parce qu'on en garde des séquelles. On ne peut pas oublier, on peut apprendre, je vais dire, on peut se reconstruire, mais on ne peut pas oublier. Et moi, ma thérapie, c'était l'écriture. Donc, j'ai mis ma famille au courant. J'ai dit, ben voilà, je vais écrire mon histoire. Ils en riaient, parce que ça faisait des années que je leur en parlais. Ils ne m'ont pas prise au sérieux. Jusqu'au jour où il y a eu l'extrait sur le site de l'éditeur. Et alors là, ils ont fait comme s'ils tombaient de haut. Ils m'ont insulté, ils m'ont menacé. Et ensuite, ils m'ont intenté un procès au référé pour faire interdire le livre de la vente, que j'ai gagné. J'ai gagné le procès parce que, bon... on m'a demandé des preuves de tout ce que je racontais dans le livre, c'était pas évident. Le mariage forcé, bon, j'avais la preuve sur l'acte de mariage, il faisait écrit par procuration verbale, le père a marié sa fille. L'assistante sociale est venue témoigner, le juge est venu témoigner.
Mes anciens profs sont venus témoigner, les voisins, etc. Et il me manquait une preuve des faux certificats parce que bon, ce médecin avait quand même fait des faux pendant 11 ans. Et donc je suis allée la trouver, je lui ai dit écoutez, voilà, moi je passe en procès, je dis vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Elle m'a dit oui, j'étais naïf à l'époque. Je dis maintenant si vous voulez vous racheter entre guillemets, vous m'attestez par écrit que vous avez fait des faux pendant 11 ans. Elle l'a attesté par écrit. Et alors j'ai gagné le procès. En gagnant le procès, j'ai eu énormément de témoignages de femmes et de filles qui ont vécu la même chose que moi, des garçons qui ont vécu la même chose que moi et des personnes qui vivent la même chose que moi. J'ai eu des demandes, donc des appels d'aide. Et alors on a fondé une association par rapport à toutes les demandes d'aide, etc. Et alors la première chose qu'on a fait avec l'association, ça je trouvais quand même que c'était important parce que j'en avais marre d'entendre certains médecins qui me disaient oui tu sais Karima, des faux certificats on n'en fait plus, ça n'existe plus, ça existait il y a 10-15 ans. Et j'ai sélectionné une dizaine de médecins au hasard sur internet. J'ai téléphoné, j'ai fait un accent, donc celle qui ne comprend pas bien le français, en disant ben voilà, je suis musulmane, j'ai ma fille de 8 ans, il me faut un certificat pour qu'elle soit dispensée des cours de gym et de natation. Par téléphone, le premier médecin me dit donnez-moi votre adresse, je vous l'envoie par courrier. Donc c'était des certificats d'1 an. Et sur les 10 médecins, il y en a 7 qui ont accepté de le faire. Et j'ai eu 3 refus. Et parmi les 3 refus, il y avait un médecin d'origine marocaine. Il m'a dit quelles que soient vos convictions, la natation et la gym, ce sont des cours bons et importants pour la santé. Moi, je ne le ferai pas. Et donc, ça, c'est la première chose qu'on a fait avec l'association. Je vais pas vous parler de tous les cas que nous avons traités jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous donner peut-être des chiffres. Si je vous dis 16 dépositions, parce qu'on travaille toujours, donc quand on intervient, on fait toujours une intervention. Enfin, quand on fait une intervention, on fait toujours une déposition à la police. Sans la déposition, on ne peut pas intervenir parce qu'on doit se protéger, on doit protéger la personne. Et si je vous dis 16 interventions sur 14 jours, c'est énorme. Et il n'y en aurait qu'une seule, c'est une de trop. Et je vais vous parler d'un cas justement parce que ces personnes m'ont accompagné aujourd'hui, ils sont ici dans la salle. Comme Fatou a parlé tout à l'heure justement des garçons qui sont mariés de force, il y a un garçon qui a été marié de force, il est ici dans la salle. Bon, je vais vous expliquer un peu leur histoire. C'est la police qui nous a appelé un bonjour, il y a 4 mois de ça, en nous disant il y a 2 personnes qui ont été mariées de force, ils sont d'origine pakistanaise. Est-ce que vous pouvez intervenir? Je dis oui, bien sûr. On est allé, on a été les chercher et on les a cachés pendant 4 mois. Dans la communauté pakistanaise, on les fiance dès la naissance. Et ces 2 personnes ont été fiancées entre eux. Et à l'adolescence, ils sont tombés amoureux. Mais il y a eu une embrouille entre les 2 familles. Et ils ont été tous les 2 contraints d'épouser quelqu'un d'autre. Donc on les a mariés de force au Pakistan. Mais ils ne se sont jamais oubliés, ils ont continué à s'aimer. Ils sont partis une première fois, ils ont pris la fuite. La famille les a retrouvés grâce à un employé de la banque qui leur a dit bah, écoutez, votre sœur a fait un retrait à tel endroit. Et ils les ont retrouvés, ils les ont séquestrés. Et la personne pouvait sortir que si elle avait des convocations de la police. Et c'est comme ça que la police nous a appelés. Donc on est allé la chercher. Et comment est-ce qu'on travaille? En fait, au départ, on nous appelle, les victimes nous appellent, on allait chercher les victimes, on les mettait dans les foyers pour femmes battues. Mais ce ne sont pas des cas sociaux. Ce ne sont pas des cas sociaux et les foyers pour femmes battues, ce ne sont pas des endroits pour elles. Parce qu'elles se retrouvent avec des drogués, des alcooliques, elles ne pouvaient pas se reconstruire. Et très vite, alors, on a monté un réseau de familles d'accueil. On est une 30aine sur la Belgique. Donc un peu partout, et elles peuvent se reconstruire plus facilement dans une famille d'accueil bien entourée, plutôt que d'être dans un foyer où elles se retrouvent avec 10-15 personnes qui ont des problèmes. Et alors, donc ces 2 personnes-là, on les a cachées pendant 3 mois. 3 mois après, les familles sont remontées jusqu'à nous. Et comment est-ce qu'ils sont remontés jusqu'à nous? La sœur de la fille a téléphoné à un organisme de paiement, la CSC, en se faisant passer pour elle, en disant bah, écoutez, quelle adresse est-ce que vous avez dans votre ordinateur, parce que je ne reçois pas le courrier. Et elle lui a donné l'adresse où la fille était. Mais heureusement qu'on avait quelqu'un de l'association qui a repéré des nouvelles têtes pakistanaises de la ville où ils étaient cachés. Donc on a appelé la police, ils ont fait un contrôle de la voiture. Contrôle d'identité et c'était bien ses frères. Donc on les a évacués dans une autre famille. Alors si on intervient par exemple à Bruxelles, donc dans la capitale, on ne laisse jamais la victime dans la même ville.
on l'envoie à 150-200 km. Parce que, voilà, il faut quand même les protéger. Alors, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est tout récent, parce qu'on a eu énormément de problèmes avec la police aussi. Donc, des filles qui allaient faire une déposition à la police pour dénoncer un mariage forcé, pour dénoncer les violences intrafamiliales, etc. Elles ont eu énormément de difficultés, sans preuve, on ne sait rien faire, ça ne sert à rien de faire une déposition. Et alors, c'est tout nouveau maintenant. On a monté avec la procureure du roi, la magistrat. On nous a mis à disposition 2 commissaires et un inspecteur. Et chaque cas est pris au sérieux. Et toutes les personnes pour qui on intervient, automatiquement, elles bénéficient d'une protection policière. Et donc, tout ça, c'est né dans notre ville, donc à Verviers, mais ça commence à s'étendre un peu partout. Donc ça c'est tout nouveau. Sinon, les familles d'accueil, on a une 30aine. Et il faut dire quand même que on est tous des bénévoles de l'association. Ce sont toutes des personnes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu. C'est des personnes, moi j'ai 34 ans, ce sont des personnes de 44 ans, ce sont des personnes de 25 ans. Donc c'est pas une génération, c'est pas 2 générations, c'est pas 3 générations. Et sur 3 générations, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Et ce n'est pas normal. Et donc voilà par rapport à notre travail, si vous avez des questions. Mais je terminerai par vous lire 2 lettres. Parce qu'en fait, c'est très important de faire la différence entre l'islam et les traditions. Le Coran n'a jamais dit qu'il faut marier sa fille de force. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai subi tout ça, je me suis remise en question par rapport à l'islam. Je me dis, c'est quoi cette religion qui impose le voile, qui impose le mariage forcé, qui impose tout ça? Et j'ai voulu rejeter l'islam. Mais après, j'ai pris le Coran, je l'ai lu attentivement et je n'ai trouvé nulle part une phrase qui dit que la femme devait se soumettre ou que la femme n'avait rien à dire. Que du contraire, j'ai trouvé une religion de paix et d'amour. Et donc, c'est très très important de ne pas mettre, cette problématique sur l'islam. L'islam, c'est une chose, les traditions, c'est une autre. Donc, je vais vous lire 2 lettres. Une que j'adresse non seulement à mes parents, mais que j'adresse à tous les parents. Et ensuite, une lettre que j'adresse aux politiciens. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Sadia. Sadia, la jeune Pakistanaise qui s'est fait assassiner en 2007 par son frère, tout simplement parce qu'elle refusait un mariage forcé. Ensuite, il y a eu Nora. Nora, c'est une jeune fille de 19 ans. L'année dernière, elle s'est jetée par la fenêtre. Elle a voulu fuir un mariage forcé et elle est morte. Et dernièrement, il y a 2-3 mois, il y a eu Leïla Achichi, qui a été calcinée par un expert du Coran pour la simple raison qu'elle était homosexuelle. Donc Sadia, Nora, Leïla et toutes les autres dont nous n'avons jamais entendu parler, qui sont mortes ou se laissent mourir de désespoir dans l'anonymat. Elles sont victimes de ces traditions qui enferment, parents et enfants qui déshumanisent, qui écrasent les individus et les familles au nom de valeurs d'un autre âge, au nom du corps dira-t-on. On ne les oubliera jamais. Bien sûr, nombreux sont ceux et celles qui instrumentalisent la religion musulmane, comme d'autres instrumentalisent le christianisme, le judaïsme ou d'autres convictions encore, pour assouvir leur soif de pouvoir sur leurs enfants, leur épouse, leurs proches. Et ce sont précisément ces attitudes destructrices qu'il faut condamner et combattre, au nom de nos valeurs universelles, de valeurs de justice, d'amour et de solidarité. Les musulmans se sentent insultés quand ils entendent que certains d'entre eux manipulent leur religion pour opprimer leurs enfants et leurs familles, et donnant ainsi de l'islam une image détestable. Selon la religion islamique, le mariage est l'établissement d'un contrat mutuel entre époux, fondé sur l'égalité, le respect, l'amour et la complémentarité. Chaque époux apportant sa contribution au bon fonctionnement du couple. Comment une telle relation pourrait-elle naître de la contrainte, de l'obligation de se marier avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, que l'on n'aime pas, et parfois même que l'on n'a jamais vu? Toutes les écoles de droit musulman stipulent qu'aucun mariage ne peut avoir lieu sans le consentement explicite des personnes concernées. Rien ne justifie aujourd'hui ces coutumes tribales que le prophète avait déjà combattues en son temps.
quand les femmes étaient une marchandise et une monnaie d'échange entre familles et tribus. Ces traditions-là ont pourtant perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est inacceptable, intolérable, et il est temps que les parents mettent un terme à ces pratiques. Il en va de même pour la violence envers ces enfants en général. Le prophète fut un exemple en la matière. Jamais il ne leva la main sur ses enfants. Il montra toujours une grande tendresse envers eux, mais également envers tous les enfants. Une famille équilibrée est fondée sur le respect de chacun, parents comme enfants, et sur un amour véritable qui fait grandir et qui n'étouffe pas, n'oppresse pas, ne détruit pas. On en est très loin aujourd'hui. Le message que j'adresse aux parents aujourd'hui, arrêtez ces traditions archaïques pour que nos enfants puissent envisager un avenir plus serein dans lequel ils seront enfin considérés comme des individus responsables avec leurs droits et leurs devoirs, comme tous les autres, et non comme toujours soumis à la pression de la famille, du groupe, du quartier, du village d'origine. Aujourd'hui, c'est notre combat commun à tous, quelles que soient nos convictions et nos valeurs de départ. Et je terminerai par adresser, donc c'est un message que j'adresse à tous les politiciens. Il y en a quelques-uns. Ah ben vous tombez bien. Je m'adresse à tous ces hommes qui ont signé les droits de l'homme. Un appel, un rappel. Est-ce vraiment trop demandé? Mais où sont ces hommes? Trop de filles ignorent leurs droits. Trop de gens se taisent. Je ne veux pas me taire. Il faut que cesse cet enfer. C'est l'histoire d'une vie, l'histoire d'une fille. C'est peut-être ta vie, peut-être ta fille. Je ne renie pas ma religion. Je n'oublie pas mes racines. Mais je dénonce haut et fort l'instrumentalisation. Ce n'est pas dans la religion, ce ne sont que des traditions. Ne vous voilez pas la face, la réalité est en face. Faut-il attendre d'autres larmes, attendre d'autres drames? Combien de filles torturées ont vu leur vie bafouée? Je rends hommage à toutes ces filles qui se sont renfermées. Elles ont payé de leur vie le prix de la liberté. Je demande que l'on m'entende, que les lois soient appliquées. Prenez vos responsabilités, mettez vos peurs de côté. Merci. Merci beaucoup, Karima. Merci à toutes les deux, très sincèrement, d'accepter de nous dire ici, en public, et pour un public nombreux, qui vous entendra, j'en suis persuadée, sur la chaîne Public Sénat, ce qui fait le combat de votre vie. Donc c'est très précieux. Nous avons bien entendu la lettre aux politiques, on va dire aux politiques plutôt qu'aux politiciens. C'est très mal connoté pour nous, en France en tout cas. Nous savons bien, nous les femmes politiques, que nous devons convaincre nos collègues masculins de ces réalités. Et donc c'est aussi le sens de cette organisation ce matin. Je salue Alain Gournac, notre vice-président qui vient d'arriver. Il a entendu la lettre, voilà. Mais il est de notre combat déjà depuis bien longtemps. Voilà, je peux peut-être prendre une ou deux questions si vous avez des questions précises. Ou sinon, nous gardons pour la fin de matinée, après la deuxième table ronde, est-ce qu'il y a des questions qui seraient extrêmement importantes à poser, en particulier peut-être à nos deux invités qui viennent de témoigner? Oui, madame. Il y a un micro là. Françoise Clairaut, conseillère municipale déléguée au jumelage à la ville d'Asnières-sur-Seine. J'ai de temps en temps l'occasion d'être confrontée à des femmes qui sont victimes de violences et aussi des cas que vous avez évoqués. Je voudrais dire que toutes, je les envoie dans un centre spécialisé pour femmes victimes de violences. La très grosse majorité d'entre elles acceptent d'aller une fois, elles ne veulent jamais retourner une seconde fois. Et la raison essentielle, c'est parce qu'on n'arrive pas à répondre immédiatement à un certain nombre de problèmes. Et je crois que c'est la gravité la plus énorme, puisqu'elles manifestent une volonté de s'en sortir et elles se trouvent confrontées un peu à un mur. L'insuffisance des moyens de ces structures est énorme, et ce qui fait qu'elles s'exposent quelque part parce qu'elles prennent des risques en allant dans ces centres, et finalement, il n'y a pas vraiment de réponse. Alors, il y a des réponses peut-être pour les cas les plus dramatiques, puisque ces centres sont obligés de faire des choix. Mais en réalité, je crois qu'on a un besoin urgent de pallier encore plus à toutes ces questions-là. Et je voudrais aussi tout spécialement
remercier ces deux personnes qui ont témoigné de leur vécu, parce qu'il faut pouvoir dépasser un certain nombre de choses pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Nous en sommes persuadés qu'il manque des façons, des manières, des prises en charge, c'est évident. Donc, je pense que sur ce point-là, une autre question. Bonjour, alors je me présente, je suis Leïla, je suis auteure de Mariée de force, qui est paru il y a quelques années en France, où je dénonçais justement mon histoire. Donc moi j'ai vécu par contre le mariage forcé, donc voilà. Donc moi la question que je me pose, c'est ne faudrait-il pas penser peut-être faire de la prévention vraiment dès le plus jeune âge dans les collèges, et que les politiques français nous considèrent comme des Français à part entière. Alors je vais utiliser un terme qui est très hard, parce que moi ça fait un certain nombre d'années que j'écris aux différents présidents de la République, aux politiques, etc. Je n'ai jamais eu aucune réponse, si ce n'est d'être reçue par les conseillers des uns et des autres. Mais on m'a répondu que c'était le problème, que c'était un problème qui était très sensible, et qu'il ne faudrait pas qu'on soit taxé d'intrusion dans la vie de ces gens-là. Enfin, ces gens-là, c'est-à-dire nous. Donc voilà, alors au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je me pose question. Je me dis, est-ce que, et là je m'adresse aux politiques français, puisque je suis française aussi, sommes-nous à leurs yeux français à part entière? Et est-ce que est-ce qu'il va y avoir au moins, en tout cas, au moins une personne, je rêve de voir au moins un politique se lever et parler de cette problématique haut et fort, en disant voilà, nous avons un problème qui est social et qui est français, pour nous venir en aide. Et arrêter de se voiler la face, ou doit-on se considérer, je m'excuse vraiment pour le terme que je vais utiliser, mais c'est vraiment pour faire violent justement, ou sommes-nous considérés comme des bâtards dont la France ne veut pas. Voilà, je suis très dure en utilisant ce propos-là, mais c'est vraiment pour faire violence, quoi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis française, il y a pas mal de problématiques, je ne fais qu'écrire. Pareil, je suis un petit peu comme Karima, moi je suis beaucoup, j'envoie beaucoup de courriers un peu à gauche à droite. Je pense que la Poste, en tout cas, chez qui j'achète mes timbres, me connaît. Et je n'ai jamais eu aucune réponse. La seule réponse que j'ai eue, c'est « Oui, mais vous savez, c'est un problème sensible qu'on a du mal à traiter. » Donc moi, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est plusieurs questions que je me pose, et je suis intervenue dans pas mal de colloques. Je suis allée en Suisse, j'ai travaillé sur un documentaire. La Suisse se sent beaucoup plus concernée, heureusement pour eux et malheureusement pour nous, se sentent vraiment concernés par la problématique des mariages forcés. Et je me rends compte que nous sommes en 2010 et que voilà, le mariage forcé est toujours d'actualité. Voilà. Mais vous êtes là aujourd'hui avec nous, et nous considérons justement que c'est un problème. Ce colloque aujourd'hui au Sénat, c'est bien pour montrer qu'il faut le prendre en charge, il faut le regarder en face, ce que les uns les autres disent. Mais c'est la vraie lutte, Anne-Marie Lisin en reparlera cet après-midi, j'en suis persuadée, entre des pays qui voudraient garder des traditions et qui les importent là où ils sont, en espérant que pour certains, que les endroits où ils seront laisseront faire. Moi, j'ai eu cette question, et certaines dans la salle peut-être ont connu ces problèmes, il y a 20 ans, lorsque j'étais secrétaire d'État aux droits des femmes. J'ai vu à un moment s'installer une forme d'acceptation de coutumes, de traditions, de barbarie, un moment où, même en France, s'est posé la question de l'excision. Et moi, à l'époque, ministre, j'ai dit très fermement, non, il est hors de question de pratiquer l'excision sur le sol français. C'est impossible. Rien ne le permet. Et je pense que sur la question de ça n'est pas la religion qui le demande, et quand bien même elle le demanderait, non, non, non. Donc vous avez devant vous aussi des politiques qui ne veulent pas de cela. C'est vous considérer citoyen à part entière. Et les femmes qui ont tant lutté pour être citoyennes à part entière, c'était le slogan de mes années de militantisme de jeunesse.
nous étions demandeuses de citoyennes à part entière, pas de sous-citoyens, comme vous le demandez aujourd'hui. Mais il faut le regarder en face et dire que non, la liberté du mariage s'applique à tous. Et nous nous battons d'ailleurs pour qu'elle s'applique parfois entre des personnes de nationalités différentes pour que le droit du mariage soit appliqué. Donc ici, vous avez une réponse ferme, oui. Nous sommes des citoyens égaux, des citoyennes égales, et nous ne voulons pas de pratiques qui ne soient pas des pratiques dans lesquelles on bafoue la liberté. C'est évident. Et je pense qu'Anne-Marie le redira cet après-midi, et nous l'avons montré dans d'autres espaces ensemble. C'est absolument indispensable de considérer cela comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui poser cette problématique en tribune officiellement pour dire nous, femmes parlementaires, hommes parlementaires, nous ne voulons pas de pratiques qui soient des pratiques dans lesquelles on laisserait le pas à des traditions, mais nous savons bien que le niveau international est très difficile. Nous l'avons vécu il y a très peu de temps à l'ONU par rapport à un vote dans lequel c'est les gens de la tradition qui ont gagné sur ceux de la liberté. C'est ça le combat. Donc nous sommes fermement décidés à ne pas laisser installer des pratiques qui sont contraires au libre mariage, au libre choix du mariage, même si on considère que tous ne réussissent pas, mais au moins il y va de son aventure et de sa vie personnelle. C'est un choix de personne. Vous aviez demandé aussi. J'avais une main devant et puis après je vous laisse. Non mais il y a un micro là, un autre micro. Gardez le micro. C'est mon tour ? Allez-y. Oui. Bonjour, je suis Justine Rocherieux de l'association GAMS, de l'association qui travaille aussi sur la thématique des mariages forcés et notamment dans l'accompagnement des victimes. Nous faisons partie du réseau Agir avec elle qui inclut plusieurs autres associations, dont l'association Voix de Femmes dirigée par Christine Jamin, vous entendez tout à l'heure. Par rapport à ce qui vient d'être soulevé comme oui, il faut vraiment le mettre très très près, limite le manger, quoi. Bon. Donc j'ai mangé le micro. Non, je voulais préciser par rapport à certaines thématiques qui viennent de ressortir, c'est-à-dire quel accompagnement on propose, qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout quel est finalement le positionnement moral et politique de la société française. Je pense que on est un peu dans une récurrence, hein, c'est-à-dire que sur l'ensemble des violences faites aux femmes en particulier, on peut remarquer qu'il a fallu généralement plusieurs années, voire même décennies, voire même siècles, des fois, pour que les choses soient prises en compte et soient mises en lumière et considérées non plus comme quelque chose de privé, mais comme quelque chose de sociétal qui intéresse tout le monde. Je pense que sur la thématique des mariages forcés, on est exactement dans les mêmes schémas avec une sorte, si je peux m'exprimer comme ça, de handicap supplémentaire qui est celui de la culture différente. C'est-à-dire que non seulement c'est une violence familiale, privée, etc., mais en plus, entre guillemets, c'est pas de chez nous, quoi. Donc, double ou triple tabou, ce qui explique que pendant très longtemps, et encore parfois aujourd'hui, on peut se voir répondre par les services sociaux, la police, la loi, que, c'est leur truc à eux, que chez eux ils font comme ça, enfin chez eux ils font comme ça, et que donc on doit pas s'en mêler. Au niveau de l'hébergement, vous avez raison, là c'est vraiment, je crois, et ça a été souligné aussi par vous, c'est vraiment le socle sur lequel aujourd'hui on doit faire reposer l'accompagnement et la résolution de ce type de situation-là. La France, malheureusement, est effectivement pas très en avance sur cette dimension. C'est vrai que dans l'exploration que nous on a pu faire avec le réseau dans d'autres pays européens, on a remarqué et on a constaté que certains pays avaient depuis de nombreuses années mis en place des dispositifs d'hébergement spécialisés qui fonctionnent bien, qui sont vraiment efficaces, compétents et qui font la démonstration que finalement on peut régler ce genre de situation-là. Donc on s'en est inspiré et c'est aussi l'occasion de l'annoncer finalement. Le réseau Agir avec elle a enfin des pistes plus que sérieuses autour de la création d'un foyer d'hébergement spécialisé dans l'accueil des jeunes filles et des jeunes femmes en situation de rupture familiale du fait d'une situation de mariage forcé ou de crime dit d'honneur. Ce foyer s'ouvrira en fait dans le cadre d'un partenariat avec la Croix-Rouge, voilà, qui est une association porteuse qui nous permet de pouvoir créer cette structure. Aujourd'hui, on est bien lancé, les choses ont bien avancé, mais néanmoins, on continue à avoir besoin du soutien des politiques à tous les niveaux,
parce qu'un foyer, vous le savez aussi bien que moi, et sans doute même mieux que moi, ça ne s'ouvre pas comme ça demande énormément de démarches, de soutien, passer des agréments, valider des... Voilà. Bon, et donc on avance étape par étape, mais on sera sans doute amené, encore une fois, à vous solliciter prochainement. Tout ça pour vous dire que les choses elles avancent petit à petit, et que... je ne dirais pas qu'il faut être patiente, parce qu'on ne peut pas être patiente, ça c'est clair, mais en tout cas, voilà, au fur et à mesure, les choses continuent d'avancer, et puis c'est à nous aussi de continuer à être... peut-être droite dans nos bottes, en disant que, bah voilà, effectivement, on n'a pas, voilà. C'est pas une belle formule. Moi, j'aime bien la formule droite dans les bottes. Ah, j'aime beaucoup, moi. Non, elle est très ça militaire, me plaît. elle est très militaire. Oui, mais à un moment donné, on parle de choses qui sont graves, on parle de violence, et il n'y a aucune raison d'être dans la nuance. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on continue à être droit dans nos bottes, en tant qu'effectivement, ce sont des violences qui sont inacceptables, peu importe qu'elles soient considérées comme culturelles, et même parfois exotiques, finalement, c'est des mots qui peuvent être employés, et que on doit trouver une résolution efficace. Voilà. Ça devance la deuxième table ronde là qu'on va installer dans quelques minutes. Non, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions. On aura plusieurs moments d'échange, si vous voulez bien, sauf si ça s'adresse vraiment à Karima et à Fatou. Oh, je crois que je vais laisser à la fin parce que ça va englober. Ça nous permet de peut-être en fin de matinée. Voilà. Donc je vais remercier Christelle Hamel, je vais remercier Emmanuel Piette, je vais remercier Fatou, je vais remercier Karima. Vous venez de suivre une première table ronde organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme sur les mariages forcés. Cet après-midi, à partir de 16h30, vous pourrez suivre la suite de ce colloque. Merci de votre fidélité. Très belle journée à tous sur Public Sénat.